relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un banc glacial, fait trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Quand j'étais petit, je n'allais jamais chez mes grands-parents maternels, tout simplement parce que ceux-ci habitaient loin de chez nous, et que mon père ne voulait pas conduire longtemps. Je soupçonne également des problèmes familiaux dont ils ne m'ont pas parlé. Les seuls brefs souvenirs que j'ai, c'est ma grand-mère assise sur un fauteuil près de la porte d'entrée, en train de caresser un petit chien qui, je crois, mais je ne suis pas sûr, s'appelait Jamie. Sur cette scène que j'avais en tête, ma grand-mère avait un air très triste, très fatigué. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette scène en tête, surtout qu'il n'y avait rien de bien intéressant. J'ai aussi le souvenir qu'une fois, j'étais à table, seul avec elle. Je ne sais plus du tout pourquoi. J'étais là-bas seul, sans doute qu'elle devait me garder. Je me souviens qu'elle m'avait donné une assiette vide et qu'elle me disait de manger. J'avais beau lui dire qu'il n'y avait rien dans mon assiette, mais elle me criait dessus. Du coup, j'avais dû faire semblant de manger. Elle restait assise devant moi, à me fixer sans cligner des yeux, avec un grand sourire. Puis d'un coup, elle s'est mise à frapper violemment la table avec sa tête. Je vous l'accorde, c'était très spécial. C'est les seuls souvenirs que j'ai vraiment d'elle. Des souvenirs nets, je veux dire, parce que j'ai des petits flashs par moments où je revois ma grand-mère en train de rire de la télé, ou encore parler à son petit Jamie. Rien de bien intéressant. En ce qui concerne mon grand-père, lui aussi je n'ai presque aucun souvenir. Le seul qui me vient quand je pense à lui, c'est quand il était dans la salle de bain. Il regardait le miroir et me disait que je devais le regarder se raser pour apprendre, car ce n'était pas mon imberbe de père qui allait m'apprendre à me raser comme un homme. Je ne savais pas ce que ça voulait dire imberbe. Moi, j'étais assis sur le rebord de la baignoire, et je le regardais se raser avec un rasoir lame, pas les rasoirs jetables du genre Bic. Il mettait la mousse à l'aide d'un blaireau, puis il s'est mis à le sucer. Oui, il suçait son blaireau plein de mousse. Je me souviens m'être demandé pourquoi il faisait ça. Même en étant gamin, je savais que ce qu'il faisait était très étrange. Mais ça, ce n'est pas le pire, parce que je crois, mais je ne suis pas sûr, je me souviens pas très bien, qu'il s'est rasé la langue. Enfin, quand je dis raser, c'est pour ne pas dire tailler. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas sûr. Je crois me souvenir du lavabo plein de sang, et ma mère qui me tirait par le bras pour me faire sortir de la salle de bain en pleurant. Et je crois aussi que mon grand-père m'avait regardé et avait passé sa langue pour me faire une grimace, et elle était comme une langue de serpent, coupée en deux. Mais je n'en mettrai pas ma main au feu. Mon esprit a peut-être transformé énormément de choses, et j'étais enfant. J'ai peut-être cru voir ça alors qu'en réalité, il n'avait vraiment rien fait. En tout cas, on n'en a jamais parlé avec mes parents. D'ailleurs, on ne parlait jamais d'eux. Mes parents évitaient à tout prix le sujet, et les rares fois où j'ai demandé de leurs nouvelles, ma mère est partie dans sa chambre en pleurant. Mon père, dans ces cas-là, me disait qu'elle était simplement triste pour une raison ou pour une autre. J'aurais aimé en savoir plus, et peut-être que j'aurais dû insister auprès d'elle, car maintenant, je ne peux plus lui poser la moindre question, ni à mon père d'ailleurs. Ils sont morts dans un accident de voiture. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes grands-parents jusqu'il y a 2 mois. J'étais chez moi, et j'ai reçu un coup de téléphone, à un numéro privé. Je ne décroche jamais au numéro privé. Je me disais que si c'était important, il laisserait un message sur le répondeur. Mais à chaque fois, ça rappelait, sans laisser le moindre message. Du coup, j'ai quand même décroché. À peine j'avais décroché le téléphone, que j'ai entendu une voix de vieille femme qui m'a dit « Ton grand-père est malade. Viens, il a besoin de toi. » Puis ça a raccroché. J'ai été très surpris pour plusieurs choses. Déjà, elle ne m'avait pas dit qui c'était, ni rien. Je l'ai bien sûr immédiatement reconnu, mais ça m'avait dérangé. Ensuite, la rapidité du message. Je n'avais même pas eu le temps de dire un mot qu'elle avait raccroché. Et pour finir, comment ma grand-mère avait eu mon numéro. C'était un nouveau téléphone, avec un nouveau numéro, et je ne lui avais pas donné d'ailleurs. J'ignorais également son numéro. Et pourquoi m'appeler en privé? Bref, j'avais plein de questions en tête, mais aussi je me demandais qu'est-ce qu'avait mon grand-père? Pourquoi m'appeler moi et pas un médecin? Bref, je me posais plein de questions, et des souvenirs me sont subitement revenus. Dont un, particulièrement marquant. J'étais en train de regarder la télévision. Je ne me souviens pas trop du programme, mais je crois qu'il y avait un pirate et un squelette, et c'était assez bizarre, mais bon, ce n'était pas aussi bizarre que ce que je voyais dans le reflet de la télé. Je voyais ma grand-mère juste debout derrière moi, et mimier le geste de se suicider avec une balle dans la tête.
Je ne sais pas pourquoi elle avait fait ça. Plus je me plongeais dans mes souvenirs, moins j'avais envie d'y aller. Je cherchais une excuse à dire, quelque chose. Mais d'un côté, je me disais que peut-être j'avais imaginé tout ça. Peut-être que mon grand-père était réellement très malade et qu'ils avaient besoin d'aide. J'avais très mal à la tête et il fallait que je trouve une solution. Si j'avais eu des frères et sœurs, je les aurais envoyés. Mais j'étais fils unique. Alors que je me servais un verre de whisky, j'ai reçu un autre appel. Encore un numéro privé. Je n'osais même pas décrocher. J'ai laissé sonner, mais ça a recommencé à sonner encore et encore. J'ai donc fini par décrocher. Jamie n'est plus là, tu sais. Papy l'a tué la semaine dernière. Il l'a fait parce qu'il était devenu étrange, tu sais. Un peu comme Marie. Je ne sais pas si tu te souviens de Marie. Puis, elle a rigolé et a raccroché. Je ne savais pas pourquoi elle me disait ça, ni même qui était cette Marie. Mais la seule chose dont j'étais sûr, c'était que je n'avais vraiment pas envie d'y aller. J'étais décidé à ne pas y aller. Mais après 2 ou 3 verres d'alcool, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, elle était en pleurs et me disait qu'elle avait froid, mais que quelqu'un était dans la maison avec elle. Puis encore une fois, ça a raccroché. J'étais obligé d'y aller, ne serait-ce que pour avoir la paix avec elle. Le lendemain, j'étais parti pour 8 longues heures de route. Pendant que je conduisais, je me demandais s'ils avaient beaucoup changé, parce que d'après mes souvenirs, ils étaient déjà très vieux physiquement, et je me demandais aussi si la maison avait changé, si c'était toujours la même télé cathodique, etc. Plus j'approchais de la destination, plus je sentais une boule d'angoisse grossir en moi. Puis j'arrivais enfin, devant la maison, en pleine nuit. Je regardais la maison, et je n'y croyais pas. Rien n'avait changé. D'autres souvenirs me venaient en tête. Je me voyais petit, en train de jouer à la balle sur la pelouse, devant, pendant que ma grand-mère me regardait par la fenêtre. Ma mère était assise sur la marche de la porte d'entrée, en pleurs, au téléphone. J'avais beau regarder, tout était comme dans mon souvenir. Même mon ballon était toujours là. C'était incroyable. Je crus percevoir une ombre humaine devant la fenêtre, qui était fixe. Ça devait être ma grand-mère qui m'attendait. Je suis alors sorti de la voiture, et j'ai avancé vers la porte d'entrée. Je n'ai même pas eu le temps de frapper à la porte que celle-ci s'est ouverte. Elle n'avait pas changé. Elle était exactement comme mes souvenirs. Quand elle m'a vu, elle a fait un grand sourire édenté et a tendu ses mains vers moi, toute tremblante. Elle m'a dit qu'elle était heureuse de me voir et m'a fait entrer. L'intérieur également était comme dans mes souvenirs, sauf que je sentais une odeur épouvantable, une odeur d'animaux morts. Mais à part ça, tous les meubles étaient les mêmes, les tapisseries également. J'étais même sûr que la vieille robe grisâtre et sale que ma grand-mère portait était la même. Elle m'a proposé un thé que j'ai refusé, et elle m'a dit que grand-père était dans la chambre et qu'il dormait pour le moment, et que je pourrais le voir le lendemain. Qu'en attendant, je pouvais dormir dans mon ancienne chambre où je dormais quand j'étais enfant. Je voulais refuser également, mais la route m'avait épuisé. J'ai donc grimpé les escaliers dans le noir, ma grand-mère me regardant avec son grand sourire qui me mettait mal à l'aise, jusqu'à ce que j'atteigne l'étage. La porte de la chambre était en face de moi, mais j'avais peur de l'ouvrir. Mon cœur battait très fort. J'ai regardé en bas des escaliers, et ma grand-mère n'était plus là. J'hésitais vraiment à entrer dans la pièce, ou à quitter la maison. Alors que j'étais en pleine réflexion, mon téléphone s'est mis à sonner, ce qui m'a fait sursauter. Mon cœur battant encore plus vite, j'ai pris mon téléphone, et mon cœur s'est comme arrêté quand il a vu sur l'écran « Numéro privé ». J'ai décroché en tremblant, en sachant qui serait en ligne. « Ne reste pas planté là, va te coucher mon grand ». Puis ça a raccroché. J'ai regardé une nouvelle fois derrière moi, et ma grand-mère était là, un téléphone portable à la main, et me faisait des grands signes avec ses bras comme pour me dire au revoir. Son visage, seulement éclairé par la lumière du téléphone, était vraiment sinistre. Elle n'avait rien d'une grand-mère accueillante. Mais je me disais que j'étais fatigué, et que le lendemain, à la lumière du jour, j'aurais un autre avis. J'ai ouvert la porte et je suis entré. La pièce était exactement la même que je me rappelais. Il y avait les petits avions accrochés au plafond, les coffres à jouets, le petit lit, le portrait de ma mère accroché au-dessus de celui-ci. J'ai appuyé sur l'interrupteur de la lumière, mais ça ne fonctionnait pas. La pièce était éclairée uniquement avec la lumière jaunâtre du lampadaire de la rue, ce qui donnait à cette chambre une ambiance sinistre. J'ai avancé vers le petit lit et j'ai décroché le portrait de ma mère du mur, puis je me suis assis sur le lit pour le regarder. Je me demandais pourquoi j'étais venu, et qu'est-ce qu'il s'était passé ici pour que ma mère coupe les ponts avec eux. Alors que j'étais dans mes pensées, j'ai comme entendu un grattement derrière la porte de la chambre. J'ai écouté,
et j'ai entendu des pas qui s'éloignaient. C'était sans doute ma grand-mère qui écoutait si tout allait bien. Son accueil m'avait fait un peu peur, en même temps c'était la nuit, et j'étais très fatigué. Ça a peut-être joué. J'ai posé le cadre avec la photo de ma mère, et je me suis allongé sur le petit lit, sans même prendre la peine d'enlever mon blouson. Le lendemain, ou plutôt quelques heures après, je me suis réveillé, et je suis descendu voir si mes grands-parents étaient réveillés également. La maison, avec la lumière du jour, était quand même assez sinistre. Il faisait très sombre. Ma grand-mère avait installé des épais rideaux noirs aux fenêtres. Je me suis dirigé vers la cuisine, d'où sortait une odeur agréable de café. Quand je suis arrivé dans la pièce, ma grand-mère était de dos, en train de préparer quelque chose sur le plan de travail. Sans même se retourner, elle m'a fait montrer un coin de la table à manger, où était installé un bol rempli de café, ainsi qu'une assiette de pain beurré. Tout en m'approchant de la table sans dire un mot, je me disais que j'avais mal jugé ma grand-mère hier soir. Alors que j'approchais le bol de café de ma bouche, j'ai vu dans la boisson noire ce qui ressemblait à des cheveux. Avec une grimace de dégoût, j'ai pris ma petite cuillère et je l'ai pêché. Sauf qu'il n'y en avait pas qu'un. Il y en avait énormément. Voyant ces grosses touffes de cheveux trempés de café que j'avais mis sur le côté de mon bol, je n'avais vraiment pas envie de continuer à prendre mon petit déjeuner. Je m'apprêtais à quitter la table quand ma grand-mère s'est approchée de moi, et j'ai vu avec horreur qu'il lui manquait d'énormes touffes de cheveux sur son crâne. Elle m'a demandé si je n'avais pas faim, ce à quoi j'ai répondu non, et que j'étais là pour voir grand-père, et que j'allais sans doute partir d'ici le lendemain matin. Elle s'est alors mise à pleurer, et à tirer ses cheveux qu'elle s'empressait de mettre dans sa bouche et manger. J'ai d'abord été choqué, puis je me suis ressaisi, et je me suis levé pour l'empêcher de continuer. Elle avait tellement arraché ses cheveux qu'elle en saignait. Je lui ai dit de se calmer, et de s'asseoir, ce qu'elle a fait. Puis après une dizaine de minutes, où j'essayais de lui remonter le moral, elle se levait, et m'a dit qu'elle avait une surprise pour moi. J'ai souri, je me demandais quelle serait ma surprise. Une petite voiture? Une vieille console? Une BD? Bref, sans doute un truc qu'elle jugeait pour enfant. Je me suis levé pour la suivre, et elle m'a conduit dans le garage. Dès que je suis entré dans cette petite pièce, elle s'est mise à courir, enfin, à marcher vite, et elle a appris quelque chose sur l'établi de mon grand-père. Elle l'a caché derrière son dos, et m'a dit de fermer les yeux. Ce que j'ai fait, bien que je n'avais pas une confiance absolue, mais je voulais éviter qu'elle se refasse du mal. Quant à son signal, j'ai rouvert les yeux. J'ai failli pousser un hurlement. Elle avait mis devant mon visage le petit Jamie, leur chien mort. Sauf que là, il était comme empaillé, mais en très mauvais état. Ses yeux étaient crevés, du sang avait séché partout sur son museau écrasé, et son corps avait des formes très étranges. J'ai reculé en arrière en demandant pourquoi elles avaient fait ça, et elle m'a dit en souriant que c'était pour ma surprise, que grand-père avait tué Jamie exprès pour s'entraîner, et pour lui apprendre à le faire également. Je n'en revenais pas. Grand-père avait tué le chien spécialement pour ça. Non, elle avait du mal à s'exprimer. Je lui ai répondu de laisser Jamie dans le garage et que je le prendrais quand je partirais. Mais elle m'a dit que ce n'était pas à moi. Elle était probablement dans un état second, donc je lui ai demandé de me conduire à grand-père. Ce qu'on a fait. On s'est mis en route vers la chambre où il se reposait. Plus on s'approchait de sa chambre, plus ma grand-mère devenait bizarre. Elle parlait seule, chuchotait, en disant des choses comme « Je n'ai pas fait exprès. Il faut le réparer. » Me demandant ce que j'allais trouver dans la pièce, j'ai ouvert, et je suis entré. L'odeur était épouvantable dans cette salle, ça sentait la merde et la pisse, et une autre odeur comme celle d'un cadavre d'animal. J'ai regardé le lit, et j'ai failli m'évanouir. Mon grand-père était assis sur le lit, mais il était dans un état à vomir. Son visage était rempli de sang, ses yeux pendaient le long de son visage, sa mâchoire était décrochée, et sa langue pendait d'une manière épouvantable. Son corps était nu, et son torse était ouvert et rempli à moitié de paille. Il y avait du sang partout. J'ai voulu partir, mais ma grand-mère me barrait la route. Elle m'a dit qu'elle avait fait comme il lui avait fait montrer, mais qu'elle n'avait pas réussi, que c'était pour ça qu'elle m'avait appelé. Elle voulait que je l'aide à le faire redevenir humain, comme il avait fait avec ma mère. Et je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle me disait. Elle m'a pris par le bras et m'a ramené dans une autre pièce. Et cette fois j'ai hurlé. Dans cette pièce, qui était un salon, il y avait le corps de ma mère assis sur le canapé. Le corps était dans une position complètement impossible, et son visage avait été maquillé de manière grossière. Pourtant, on pouvait voir l'état de décomposition du corps. Je me suis écroulé. Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça, et elle m'a répondu que c'était parce qu'elle voulait la faire revivre, que c'était comme ça qu'il faisait dans l'autre monde. C'est à ce moment que j'ai compris, et que je me suis souvenu. L'autre monde. Quand j'étais petit, j'entendais souvent mes parents prier une sorte de divinité de l'autre monde. Et ma mère s'est à de nombreuses reprises disputée avec eux à ce sujet.
Je lui ai dit que l'autre monde n'existait pas, mais elle m'a répondu que parfois, elle sentait que l'ange de l'autre côté venait prendre possession de son corps, et que quand l'ange faisait ça, elle était bien. J'ai voulu partir quand j'ai entendu un bruit venant de la chambre de mon grand-père. Je me suis retourné pour voir ce que c'était. Et avec horreur, j'ai vu mon grand-père, ou du moins, le reste de son corps, en train de ramper par terre, chose qui était impossible normalement vu l'état dans lequel il était. Alors que je reculais, en n'arrivant pas à détacher les yeux de ce spectacle épouvantable, je l'ai vu essayer de se mettre debout. Mais à chaque fois, il s'écroulait en faisant un bruit horrible. Au même moment, j'ai vu Jamie venir en courant d'une manière impossible, en faisant des petits bonds. Il a sauté dans les bras de ma grand-mère, et celle-ci lui faisait des bisous en riant. Quand elle a embrassé le chien, des poils lui sont restés sur les lèvres. Je me suis relevé pour partir, et j'ai vu ma mère qui essayait de bouger, mais qui n'y arrivait pas. Elle tendait les bras vers moi, comme pour me demander un câlin. Et je l'ai entendu comme grogner, une sorte de cri plaintif. J'ai hésité à aller la rassurer, mais je me suis dit que non. Ce qui était là n'était pas ma mère. C'était tout sauf ma mère. Je me suis alors dépêché de sortir de cette maison en courant, et je suis parti dans ma voiture. Sur la route, je me demandais comment elles avaient fait pour réaliser ces horreurs. Est-ce que ces corps souffraient? Je ne sais pas si je dois y retourner pour mettre fin à leur seconde vie, ou si je dois faire comme si rien n'existait. Mon téléphone a sonné plusieurs fois en numéro masqué, mais je l'ai éteint. Cette fois, je ne veux plus l'entendre. Cette folle avait été déterrer ma mère, ce que j'avais vérifié en me rendant sur sa tombe, qui a été détruite, et le corps disparu. J'hésite entre appeler la police et me rendre là-bas pour tout détruire, et en apprendre plus sur l'autre monde. Comme tous les soirs, ma mère nous apportait un verre de lait, aromatisé à la cannelle. Soit elle nous le donnait, soit elle le posait sur notre table de nuit. Ma sœur dormait sur le côté opposé au mien, et finissait toujours ce verre de lait la première. Moi, je prenais mon temps. J'aimais le déguster, souvent en pleine nuit. Après un cauchemar, ça me rassurait de le boire. J'avais l'impression que ma mère se trouvait dans notre chambre, et me susurrait les paroles d'une comptine. Je l'entends encore aujourd'hui. Ma pauvre mère. Tout a commencé en pleine nuit. Ma maison était située un peu à l'extérieur du village, loin de la route, loin des bruits de la circulation. Parfois, on entendait des aboiements lointains. Parfois, c'était les ululements d'une chouette qui venait troubler mon sommeil. Cette nuit-là, c'était silencieux. Très silencieux. La lumière pâle d'une pleine lune filtrait à travers les rayons des volets de la fenêtre. Ça offrait une certaine pénombre à la chambre. On distinguait vaguement les meubles, les posters, la table de nuit, la silhouette de ma sœur allongée sous sa couette. Je me suis réveillé à cause d'un sale cauchemar. J'ai aussitôt pris mon verre de lait pour me rassurer. Mais il était vide. Oui, vide. Je n'y avais pas touché quand ma mère a éteint la lumière. J'ai songé à réveiller ma sœur, à lui demander si c'était elle qui avait bu mon verre de lait. Mais je ne l'ai pas fait. C'est idiot, mais je n'ai pas réussi à me rendormir tout de suite, à cause de cette question qui me trottait dans ma tête. Qui avait vidé mon verre de lait? Alors qu'au petit matin, je parvenais enfin à me rendormir, j'ai entendu comme des craquements. Des bruits de pieds faits avec l'os du talon sur le plancher. Ça se dirigeait vers le placard. Je n'ai rien vu. Alors j'ai pensé que ça venait du plancher en bois, du couloir qui craquait de temps en temps. J'aurais tant aimé ne pas me tromper. Le lendemain matin, ma sœur m'a affirmé ne pas avoir bu mon verre de lait. Elle m'a juste dit qu'elle avait ouvert un œil, car elle aussi avait entendu des craquements. Le soir suivant, j'ai fait la même chose. J'ai laissé mon verre de lait intact. Ma mère ne m'a pas posé de questions sur le pourquoi du comment. Elle connaissait cette habitude, car quand j'étais très jeune, j'ai souffert de terreurs nocturnes, et un verre de lait me calmait après mes cauchemars. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu du mal à m'endormir. Je me trouvais stupide d'angoisser pour un verre de lait que ma sœur aurait bu. J'ai toutefois fini par trouver le sommeil. Pas longtemps, je crois. Des chouinements m'ont réveillé. J'ai aussitôt allumé la lampe de chevet, mais je n'ai rien vu, sauf mon verre de lait vide. Je me souviens avoir ressenti comme un coup de couteau dans le cœur. Ça m'a fait très mal. Je me suis levé d'un coup, et j'ai secoué ma sœur par le col en lui criant dessus. J'étais furieux. Elle s'est aussi mise à crier. Ma mère est entrée en courant dans la chambre et nous a séparés. Je lui ai dit pour le verre de lait. Elle n'en revenait pas de ma stupidité,
Au moment où elle a été chercher un autre verre de lait, on a tous entendu un très léger ricanement. On s'est tous regardés. Ça venait du placard. Je m'en souviens très bien. Ma mère était un peu angoissée à l'idée d'ouvrir la porte. Malheureusement, il n'y avait rien d'autre que nos vêtements suspendus à la tringle et nos jouets au sol. Mais moi, j'ai vu le ballon rouler sur quelques centimètres. Je jure qu'il a bougé, ce putain de ballon. Il a même cogné contre la porte quand ma mère l'a refermé. Le lendemain matin, ma mère m'a de nouveau engueulé, car ma sœur portait des traces de griffures au niveau du cou et de la poitrine. J'ai protesté. J'ai rétorqué que j'avais juste attrapé par le col du pyjama. Elle ne m'a pas cru et m'a giflé. C'était la première fois qu'elle me giflait. Je lui en ai terriblement voulu. Mais ça va mieux aujourd'hui, oui. Bien mieux. Enfin, je crois. C'est sûr que je le crois. Le soir suivant, ma mère m'a ordonné de boire ce putain de verre de lait. Elle n'avait pas décoléré. Je me suis exécuté sans broncher. C'est là qu'on a tous entendu une sorte de couinement, comme si un chien gémissait. Ça venait encore de ce maudit placard. Bien sûr, quand ma mère l'a ouvert, il n'y avait rien. Bien sûr, il n'y a jamais rien eu derrière cette porte, comme on me l'a si souvent répété. Pourtant, j'ai encore vu le ballon rouler au pied de ma mère. Mais tout ça, c'est de ma faute. Je suis le seul coupable. Oui, le seul. Tous les soirs, je devais finir mon verre de lait, illico presto. Et à chaque fois que je finissais ce maudit verre de lait, on entendait des gémissements sortir du placard. Ma mère a fini par m'accuser de ça, de gémir dans son dos quand elle s'avançait vers la porte du placard pour vérifier ces bruits. Ma sœur était encore plus terrorisée que moi, car elle disait à ma mère que dans son sommeil, on allait venir lui gratter la poitrine. Ma mère était excédée de nous et de tout ce qui se passait dans cette chambre. Elle a carrément fini par nous traiter de menteurs. Je n'aimais pas qu'elle dise ça. J'ai toujours détesté qu'on me traite de menteur. C'est vrai qu'au fond de moi, je commençais à ressentir des pulsions violentes envers elle. J'ai commencé à perdre le sommeil. Je dormais par courtes périodes et je me réveillais en sursaut, le front trempé de sueur. Le regard rivé sur la porte du placard. La 4e ou 5e nuit, après le début de mon histoire, je l'ai enfin vu. À peine sorti d'un cauchemar, j'ai subitement plongé dans un autre. Mais celui-ci était bien réel. Je vous jure qu'il était réel. Haletant, suant, je scrutais la pénombre quand, sur ma gauche, là où dormait ma sœur, j'ai vu sa couette bouger. Je me suis dit que ce n'était pas grave, que c'était juste un de ses bras ou une de ses jambes qui animait la couette. Mais non. Non, ce n'était pas ça. C'était impossible que ce soit ça. Ça roulait doucement en dessous. Ça allait et venait. Ça formait des bosses sous le tissu. Et puis, ça mâchait. Je suis sûr que ça mâchait. La tête de ma sœur gigotait, geignait. Des sons comme des crachats sortaient de sa gorge. Et puis, j'ai perçu une voix rauque et lente. Une voix qui répétait « Venez !» J'ai hurlé. Ma sœur a accouru. J'ai alors vu la chose rouler sous la couette, avant de se jeter sur la moquette et courir jusqu'à la porte du placard, qui se refermait en claquant. Mais bien sûr, ma mère n'a rien vu. Elle s'est pris la tête en hurlant, car ce qu'elle avait vu, c'était la couette tachée de sang de ma petite sœur. Son corps, son pauvre petit corps était recouvert de morsures produites par des dents pas plus grosses que des aiguilles. Et puis son pyjama était complètement déchiré. Ce n'était pas moi. Vous comprenez maintenant que ce n'était pas moi. C'était le monstre du placard. Le médecin a conclu à des morsures de rat, toutes localisées au niveau de la poitrine et des tétons. J'étais soulagé quand j'ai appris ça par ma mère, mais ce fut bref. Ma mère ne croyait pas aux conclusions du médecin. Son regard pesant était là pour me culpabiliser. Même si elle ne le disait pas, je l'entendais hurler dans mon oreille. « C'est toi le monstre qui a fait ça. Tu es un monstre !» Dans la journée qui a suivi l'incident, ma mère a décidé que ma petite sœur dormirait avec elle dans son grand lit, que mon beau-père, en voyage d'affaires au moment des événements, n'occupait pas. Même si je n'étais pas coupable, je n'avais pas d'autre choix que de l'accepter. J'allais devoir rester seul avec la chose du placard. Ce soir-là, ma mère ne m'a même pas dit bonne nuit. Sur le palier, elle m'a juste regardé en secouant négativement la tête, puis, avec un index barrant ses lèvres, elle m'a fait « Chut ».
j'ai retenu un cri, un hurlement devant cette injustice, car elle me laissait seul avec la chose qui se trouvait dans mon placard et qui encore ce soir n'aurait pas son verre de lait. Je ne sais plus quelle heure il était quand j'ai entendu les premiers gémissements. Je ne dormais pas. Avec ce qui s'est passé cette nuit-là, et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais réussi à dormir sans une forte dose de somnifère. Et qui le pourrait, après ce que j'ai vu? Qui? Le placard a grincé. Pleurant, tremblant, j'ai allumé ma lampe de chevet, et malheureusement, la lumière n'a pas effacé cette vision cauchemardesque. J'ai vu une sorte de main, aux longs doigts recourbés comme des crochets, se poser sur l'extérieur de la porte. J'ai vu sa peau craquelée et brune. J'ai vu les phalanges épaisses tapoter le bois comme si ce monstre était énervé. J'ai entendu sa voix rauque et lente. J'ai entendu ces mots qui m'ont glacé mon sang. Mon lit. Je veux mon lit. La chose était sortie si vite du placard que je n'ai vu que ses 4 longues mains et un petit corps rouge et ridé courir sur la moquette jusqu'à sous mon lit en criant « Lit !» Mon matelas s'était mis à bouger. Le monstre le poussait par en dessous. Il répétait sans cesse « Lait ! Lait !» Le matelas était carrément soulevé. À chaque coup, je hoquetais comme si on me mettait des coups de poing dans le dos et que ma respiration se coupait. Il répétait toujours la même chose. « Lait ! Lait ! Lait !» Ma mère a subitement ouvert la porte, et au moment de me hurler dessus, ces mots se sont bloqués dans sa gorge. Elle a vu cette chose. Je sais qu'elle l'a vu ce monstre, car ses yeux se sont écarquillés d'horreur. À une vitesse incroyable, la chose a bondi sur elle en criant « Lait ! » Ma mère était enceinte. Avec ses longues mains, j'ai vu le monstre cisailler sa chemise de nuit et lui mordre ses seins pleins de lait. Je l'ai vu arracher le fœtus de son ventre et ouvrir une gueule remplie de centaines de petites arêtes en émail. J'ai vu le sang gigler de son corps, éclabousser les murs et souiller le parquet en gros bouillon épais. Je me suis évanoui. Ma tempe a dû heurter le coin de ma table de nuit dans ma chute, car je ne pouvais être ailleurs que dans ma chambre quand les faits se sont produits. Je suis resté une journée dans le coma à l'hôpital. C'est mon beau-père qui m'a découvert dans la chambre de maman. Il a dit à la police que j'avais dévoré ma petite sœur jusqu'à laisser que sa tête arrachée et ses membres disloqués sur la moquette. Il leur a dit que j'étais le seul occupant encore vivant de cette maison. Il leur a dit que les fenêtres et toutes les portes étaient fermées de l'intérieur quand il est rentré de son voyage, vers 8 heures du matin, soit quelques heures après les faits. Mon beau-père ne m'avait jamais aimé, et une fois de plus, il venait d'en faire la plus cruelle des démonstrations. Ce qu'il a oublié de leur dire, c'est qu'il avait ramené un truc qu'il cognait dans sa valise 6 mois plus tôt, lors d'un séjour au Guatemala. Moi et ma petite sœur l'avions dit à maman, mais elle nous a affirmé qu'il n'y avait rien dans cette valise. Je n'ai pas rêvé. Je suis sûr qu'il y avait un truc dans cette valise. Personne n'a compris ce qui s'était passé cette nuit-là. Personne, sauf moi. Les médecins n'ont trouvé aucune trace de ma sœur ou de ma mère dans mon organisme. Seule la police scientifique en a trouvé des traces dans le placard de ma chambre et des gouttelettes de lait maternel sur ses murs. Dans ma jeunesse, je me suis retrouvé fasciné par le métier de mon père. J'étais plein de joie quand je le voyais arriver à la maison avec son sac, et je courais vers lui avec une excitation enfantine, mendiant et négociant pour le droit de le regarder. Il n'a jamais dit oui, bien sûr, car aucun jeune homme ne devrait trouver un tel plaisir fébrile à la pensée d'un cadavre tranché, égoutté et empaillé. À chaque fois qu'il refusait de me faire voir comment il procédait, je partais en boudant dans ma chambre et j'attendais d'entendre la porte de son bureau s'ouvrir et se fermer, avant de détacher la photo encadrée de ma mère sur le mur et de regarder à travers le Judas que j'avais sculpté. Je frissonnais alors quand mon père sortait le cadavre de son sac. Parfois, c'était un oiseau abattu par un jeune garçon avec un pistolet. D'autres fois, c'était des rats qu'il trouvait dans le jardin. Mais le plus souvent, c'était un chien ou un chat mutilé, abattu par un conducteur imprudent, tard dans la nuit. Rien au monde ne m'a apporté autant d'excitation que de voir le couteau de mon père trancher la peau tendre et la chair d'un animal fraîchement mort. Sauf peut-être le processus d'éventration. Ensuite, quand j'entendais mon père se coucher,
J'attendais 1 heure avant de me faufiler dans sa chambre. Je bougeais aussi lentement et silencieusement que possible, ramassant doucement sa clé et me dirigeant vers son bureau. Une fois à l'intérieur, je m'émerveillais de son dernier spectacle. Je glissais doucement mes doigts sur leur fourrure. Je touchais leurs yeux de verre. Je leur chuchotais pendant des heures, leur demandant ce qu'ils ressentaient lors de leur mort, s'il leur manquait des organes, et s'ils le sentaient ou non quand mon père les ouvrait. J'espérais qu'un jour, l'un des animaux pourrait me répondre. Et un jour, un l'a fait. C'était un Doberman noir. Il était dans le bureau de mon père depuis un certain temps. Je crois, bien qu'il ne me l'ait jamais dit, qu'il était incapable de trouver un acheteur. Je pense cela parce que, si je me souviens bien, il a été assez mal conservé. Sa bouche était assez mal cousue, sa langue, un monticule de chair horriblement moite, suspendu aux lèvres, dans un horrible mimétisme d'un chien vivant. Son cou était tourné d'une manière qu'aucun chien ne pouvait faire réellement. Plus comme un serpent qu'un mammifère. Ses yeux semblaient pouvoir sortir des paupières et tomber sur le sol. Néanmoins, j'en étais aussi épris que n'importe quel autre spécimen. Alors que je l'ai caressé avec amour, il a tressailli, me faisant sursauter. Je l'ai regardé avec un mélange d'horreur et de crainte, alors qu'il craquait son cou, déjà cassé, et tournait la tête vers moi, me laissant à la merci de sa sombre face. Alors que mon esprit l'essayait désespérément, il ne pouvait trouver aucune expression appropriée sur le visage des chiens, jusqu'à ce que, après ce qui ressemblait à une éternité, il courbait les coins de sa bouche morte en un sourire et prononçait les mots « Laisse-moi mourir. » Puis, tout est devenu noir. Je me suis réveillé avec de violentes secousses et les hurlements de mon père, exigeant aussitôt de savoir pourquoi je l'ai délibérément défié et suis entré dans son bureau. J'ai essayé de répondre, mais c'était peine perdue. J'ai été violemment battu et j'ai eu des punitions. Malgré cela, aucune corvée ni ma soif de dessert ne pouvait me détourner de l'attention de la scène du chien dans ma tête, d'une carcasse mutilée se déplaçant d'elle-même et me parlant. Chaque fois que je fermais les yeux, je pouvais le revoir. Et je me suis donné mal à la tête en essayant d'éviter cela. Je pouvais voir son reflet dans les sols polis sur lesquels je travaillais, et je pouvais entendre sa voix à tout moment de la journée. Mes autres nuits étaient sans sommeil. Le chien m'a fait savoir qu'il était là, avec un son comme un hurlement, mais qui ressemblait aussi à un cri torturé d'un homme souffrant. Quand j'ai essayé de couvrir le Judas, il est devenu plus fort. Quand j'allumais la télé, il était encore plus. Ce son, cet horrible hurlement déchirant, me faisait vraiment mal. Je ne pouvais plus le supporter. Alors finalement, que ce soit par épuisement ou par désespoir, je suis arrivé à ma conclusion finale. Je devais l'arrêter. Il n'y avait pas d'autre option. Une fois de plus, je me suis faufilé hors de la chambre, rampant doucement comme l'air, vers la porte de mon père. Le son du cri impie du chien devenait de plus en plus fort, vibrant dans ma cage thoracique et secouant le sol. J'ai eu du mal à combattre mon tremblement en passant la porte de mon père. Silencieux comme une souris, je me glissai à nouveau sur le côté de son lit, cherchant la clé. Mais elle n'était pas là. Il l'avait cachée. Les hurlements dans ma tête devinrent de plus en plus forts, augmentant ma panique alors que je cherchais aussi silencieusement que possible à la clé. Je me suis agenouillé et j'ai regardé sous son lit. Et je n'ai rien trouvé. Son placard ne contenait que des vestes, son tiroir ne contenait que des livres. Je fixais mon père, et j'ai hésité à le réveiller et à lui expliquer ma situation. C'est à ce moment que mon cœur a fait un bond. Je savais où était la clé. J'ai tendu ma main lentement et silencieusement vers la tête de mon père. La clé était sous son oreiller. J'en étais sûr à 100%. J'ai fait de mon mieux pour résister aux frissons, alors que le cri infernal du chien violait mes oreilles plus intensément que jamais. Alors que j'allais plus loin, j'ai fermé les yeux dans un ultime effort pour résister à l'effroyable battement de ma poitrine. Au-dessous de la soie froide de l'oreiller, je me suis senti soudain moins sûr de moi, et des tas de questions me venaient à l'esprit. Est-ce que la clé était là? Est-ce que je devais arrêter? Qu'est-ce que j'allais faire si je loupais la clé? Ces questions ont occupé mon esprit jusqu'à ce que finalement, je sente du métal glacé sous mes doigts. J'avais raison. Elle était là. La prenant fermement, j'ai reculé et j'ai quitté la chambre de mon père. La clé en main, j'étais prêt à mettre fin à cette folie. Alors que je marchais sur la courte distance du bureau, le couloir semblait s'étendre autour de moi et se courber de manière inimaginable. À chaque pas que je faisais,
la porte s'éloignait de moi. Je me suis retourné pour voir que je ne pouvais reconnaître aucune partie de ma maison, comme si j'étais dans un endroit complètement différent. Même ainsi, les hurlements étaient si forts maintenant que je ne pouvais pas me permettre d'esquiver cette pensée. J'ai marché plus vite, finissant par faire un sprint complet avant que les cris dans ma tête ne commencent à me donner des vertiges, me faisant tomber à genoux. Je me suis mis la tête entre les mains, me massant les tempes dans une tentative désespérée d'arrêter les larmes qui coulaient de mes yeux. Sentant que je ne pouvais rien faire, j'ai fermé les yeux et me soumettais à la volonté de la créature qui me tourmentait. Ce n'est qu'alors que la porte est apparue devant moi. Avec un halètement à la fois de soulagement et de terreur, je me levai et je trébuchai à travers la porte. J'ai couru vers le chien et je suis tombé à genoux, implorant et négociant grâce. J'ai crié avec tout l'air dans mes poumons, ma propre voix étant la seule chose que je pouvais entendre à part les hurlements déchirants et macabres. Le chien se tordit à nouveau, tournant la tête pour me faire face. Ses yeux de verre se tournèrent vers le bas, et une fois de plus, il prononça son commandement. « Laisse-moi mourir. » Je me suis arrêté, mais je n'ai pas pu prendre une seconde pour réfléchir à ces paroles. Aucune pensée ne pouvait se former parmi les hurlements. J'ai trébuché alors que je me déplaçais vers la table de travail de mon père, et j'ai saisi le scalpel que j'avais toujours aimé. Le hurlement devint encore plus fort, et il était clair que cela ne cesserait pas, tant que je n'aurais pas exécuté son ordre. J'ai mis le scalpel au pied du chien, coupant sous ses semelles, dans une tentative désespérée de le libérer de son support. Pour chaque point que je fendais, le hurlement devenait plus fort, jusqu'à ce que je puisse à peine sentir mon propre corps, au milieu des vibrations. Le sol tremblait en dessous de moi, alors que je m'approchais de plus en plus pour laisser le chien se déchaîner. Néanmoins, j'ai persévéré. Encore 3 points de suture. 2. 1. Finalement, les hurlements m'ont complètement maîtrisé, s'élevant au-dessus des murs de mon esprit et atteignant le sommet du crescendo infernal. Le lendemain matin, un homme se réveilla silencieusement et sans cérémonie, ne prenant pas la peine d'ouvrir les yeux pendant environ 10 minutes. Après quoi, il se dit qu'il devrait descendre et préparer le petit déjeuner de son fils. Alors qu'il marchait vers les escaliers, il regarda la porte de son fils et s'arrêta un moment. Il était clair pour l'homme que son fils regrettait son erreur et qu'il ne voulait pas prolonger sa punition plus longtemps que nécessaire. Après tout, il était clair que son fils voulait en savoir plus sur son travail et qu'il avait du mal à rationaliser sa punition. Il retourna dans sa chambre et attrapa un manuel de taxidermie qu'il avait acheté la veille. L'homme ouvrit doucement la porte de son fils, prenant soin de ne pas le surprendre, et prononça son nom doucement, presque par excuse. N'ayant reçu aucune réponse, il voulut s'en aller, avant de se rendre compte que son fils n'était pas dans son lit. L'homme savait où il devait être et décida qu'il attraperait son fils en flagrant délit. Mais cette fois, il s'assoirait calmement et lui parlerait de son métier. Il devait être heureux après tout d'avoir un fils qui partage ses intérêts. L'homme se dirigea vers la porte de son bureau et prononça le nom de son fils. N'entendant aucune réponse, il ouvrit la porte, il haleta et le manuel tomba par terre avec un bruit sourd. L'homme tomba à genoux de terreur. Son bureau avait été saccagé, sa table de travail renversée et ses outils éparpillés sur le sol. Derrière son bureau, la fenêtre avait été cassée, comme si quelque chose y avait été jeté. Cependant, l'homme a à peine remarqué ses problèmes. Ses yeux étaient fixés sur la pire horreur qu'il n'ait jamais connue. Dans le coin de son bureau, son fils unique se tenait au sommet d'un stand de taxidermie, avec ses bras tordus dans des positions inhumaines, sa bouche cousue et ses yeux de verre exorbités lui sortaient des orbites. Mon mari et moi sommes en vacances, et c'est juste... Putain, ça devient bizarre. Au début, tout était parfait, et nous passions les meilleurs moments de notre vie. Nous avions réservé une chambre spéciale dans un complexe tout compris. Jacuzzi pour 2, une piscine privée chauffée, balcon avec vue sur le lac. Cet endroit était génial. La première nuit, nous sommes restés là, et c'était un bonheur jusqu'à tard dans la nuit. Le lit était doux, mais confortable. La piscine n'était pas trop chlorée, et nous avons tous les deux fait des câlins,
jusqu'à tard dans la nuit. C'était une escapade romantique après tout, donc il y aurait beaucoup de sexe. Nous nous sommes épuisés dans la piscine, puis dans le lit, et après une bonne dose de fun, nous nous sommes endormis. Si seulement le reste de la semaine aurait pu se passer ainsi. Le problème a commencé plus tard cette soirée. Là, quand mon mari a pris la première photo de notre chambre. J'ai eu un réveil très brutal de mon mari au milieu de la nuit. Il me secouait et hurlait mon nom dans une voix paniquée, que je n'avais jamais entendue auparavant. Une fois que j'ai secoué le brouillard du sommeil, j'étais capable de voir qu'il était pâle comme un drap, et totalement paniqué à propos de quelque chose. Il m'a tiré jusqu'à ce que je sorte du lit et m'a poussé jusqu'à la piscine. Il n'arrêtait pas de dire n'importe quoi à propos d'une vision de moi, morte, dans l'eau, dans une des photos qu'il a prises. Je ne comprenais absolument pas de quoi il parlait, jusqu'à ce qu'il me montre. J'ai un tatouage et des cheveux très distinctifs, et dans la photo qu'il a prise, j'ai vraiment l'air de flotter morte dans la piscine. Il s'était levé parce qu'il n'arrivait pas à dormir, puis était allé dans le coin salon pour jouer sur son ordinateur quand il a remarqué à quel point la piscine était jolie. Il a pris une photo avec son téléphone pour la partager. Mais quand il l'a regardée, il m'a vu morte dans la piscine. Il a commencé à dévaler les escaliers, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, il m'a vu toujours endormi dans le lit. Il a pensé qu'il était peut-être en train d'halluciner, mais la preuve était juste là, sur son téléphone. C'est à ce moment-là qu'il est venu me réveiller en panique. Quand nous sommes allés à la piscine, il n'y avait rien. Pas de corps, pas de jumeaux maléfiques, rien. Aucune preuve que quiconque soit entré ou sorti de la piscine. Donc, pour mieux expliquer l'agencement de la chambre dans laquelle nous étions, c'est 3 niveaux. La piscine, douche et toilette sont en bas. La chambre avec le jacuzzi et le balcon sont au milieu. Ensuite, il y a le balcon avec la cheminée, une lucarne bleue au-dessus de la piscine, avec le sol clair donnant sur la piscine est à l'étage. C'est assez chic, mais de manière réaliste, c'est juste amusant de s'évader pendant quelques jours dans un endroit réservé aux couples. Nous sommes allés dans d'autres endroits similaires à celui-là, mais pas celui-ci en particulier. Tu ne peux pas vraiment voir le lit depuis l'étage, mais tu peux voir la piscine à travers tous les étages grâce aux fenêtres. Nous avons essayé de donner un sens aux choses, mais il n'y a tout simplement pas moyen de rationaliser quelque chose comme ça. Nous avons vérifié la piscine encore une fois, et j'ai pris des photos avec mon téléphone, et rien ne s'est glitché. Il a pris une autre photo, et c'était là, mon corps. Inutile de dire que je suis paniqué à ce stade. Nous avons parlé d'échanger les chambres, car j'étais terrifié à l'idée de dormir dans celle-ci. Le lendemain, nous avons parlé au bureau après une nuit sans sommeil, et comme c'était hors saison, nous avons pu changer de chambre. Encore un peu secoué, mon mari a pris une photo de la piscine, et heureusement, c'était juste la piscine. Après avoir essayé de me calmer et m'avoir relaxé dans la nouvelle chambre, j'ai pris du Xanax, et je me suis allongé pour faire une sieste. J'étais encore un peu terrifié, mais également épuisé. Mon mari a essayé de jouer un peu, mais il ne pouvait pas sortir les images de la tête. Alors, il a recommencé à prendre des photos de la chambre pour voir s'il pouvait déclencher quoi que ce soit. Malheureusement pour nous deux, il a effectivement pris une autre photo dérangeante. Dans celle-là, on me voyait nu et allongé, noyé dans le jacuzzi. Évidemment, je ne vais pas partager ces photos. Mais cette fois, ce n'était pas la chambre. Quelque chose dans cet endroit me montrait morte de différentes manières, et nous ne pouvions pas déterminer ce qu'il se passait. À ce moment-là, mon mari était vraiment terrifié et apeuré, et j'étais juste là avec lui. Il voulait écourter nos vacances, mais je lui ai dit que les choses qui causaient tout ça voulaient que nous partions. On devrait juste être très prudent, et qu'il devait simplement éviter de prendre des photos. Nous nous sommes un peu disputés à propos de ça, parce qu'il ne voulait vraiment pas rester ici. Et je travaillais trop dur pour rendre ces vacances possibles. Il a finalement abandonné et m'a fait promettre que je n'irai pas dans la piscine ou le jacuzzi sans qu'il ne soit proche, afin que rien ne m'arrive de mal. Il est tellement gentil. À notre dernière nuit, nous avons eu un merveilleux dîner. Je l'ai convaincu de prendre un cocktail pour l'aider à se détendre et à lâcher prise. Après 3 boissons très alcoolisées, il se sentait plutôt bien et il aimait vraiment beaucoup mon maquillage, donc sans penser, il a sorti son téléphone et pris une photo de moi. Quand il l'a regardée, il s'est arrêté net et a semblé se dégriser rapidement. Sur cette photo, je n'avais pas l'air morte. Non, je n'apparaissais pas du tout sur le cliché.
C'était juste un fond noir, avec ces mots d'un blanc éclatant. C'est trop tard. C'est à ce moment-là qu'il a perdu toute couleur sur son visage et fit tomber son téléphone, courant jusqu'à la salle de bain. J'ai bondi en le suivant et lui demandant ce qu'il n'allait pas. Il a commencé à vomir avant d'atteindre les toilettes et quelques minutes plus tard, il était mort. Ils ont dit que c'était une crise cardiaque. Ils ont fait une autopsie sur lui et ont trouvé des dommages extrêmes à son cœur. D'abord, le rapport a assuré que c'était un empoisonnement lié à de la nourriture ou à de l'alcool. Tout le monde était tellement gentil avec moi, alors que je pleurais et pleurais. C'était supposé être moi. J'étais la personne qui était censée mourir. Je pris son téléphone et j'ai essayé de leur montrer les photos, mais elles avaient toutes mystérieusement disparu. J'avais toujours la toute première sur mon téléphone, mais ça ne prouvait rien du tout. Je suis rentré chez moi, le cœur brisé, en suivant le corbillard qui le ramenait à la maison avec moi. Personne ne m'a suspecté. Je suis si contente, car s'ils avaient eu la moindre idée que j'avais empoisonné son dernier verre avec de l'aconite, j'aurais été totalement foutu. Je ne sais pas quelle force a essayé de le prévenir, mais je suis tellement contente de l'avoir convaincu de rester. J'ai réussi à le tuer, à l'occasion de l'anniversaire de la noyade accidentelle de notre bébé. Il était censé la surveiller, mais son stupide téléphone était tellement important pour lui qu'il l'a laissé seul dans la baignoire pour aller le chercher. Elle s'est noyée avant qu'il ne revienne dans la pièce. Elle avait seulement 8 mois. Elle ne pouvait pas s'être noyée si vite sans qu'il y ait de la négligence. Et il n'avait jamais rempli la baignoire entièrement auparavant, comme il l'a fait ce jour-là. Il a mérité ce qui lui est arrivé, et je ne suis pas désolé. Nous avions tous les deux des assurances vie et étions le seul bénéficiaire de l'autre depuis 2 ans. Il a insisté que nous avions tous les deux une assurance vie après la mort de notre bébé, mais a omis de mentionner qu'elle était assurée elle aussi. Il avait une police d'assurance vie sur ma petite fille, qui payait le double pour une mort accidentelle, dont je n'étais pas au courant, jusqu'à ce que la paperasse arrive. C'était cette assurance qui m'a permis de réserver ses vacances. Comme j'ai dit, j'ai travaillé trop dur pour avoir ces vacances. Je n'allais pas laisser une force, bien intentionnée, m'empêcher de faire ce qui devait être fait. Oui, j'ai tué l'homme qui a tué mon bébé. Je ne sais pas si quelque chose a essayé de le prévenir, ou peut-être qu'il avait prévu de me tuer pendant ses vacances. Mais de toute façon, je l'ai eu le bâtard. Je ne peux pas avoir d'autres enfants, moi-même, car mon accouchement a été horrible, et je suis maintenant stérile. Je trouverai un bon partenaire et adopterai quand je serai prête. Peut-être dans un pays différent, avec des meilleures lois pour protéger les enfants des pères qui aiment l'argent plus que leurs enfants. Je veux me faire tatouer pour couvrir mon dos. Alors ne croyez pas que vous pourriez me retrouver maintenant. Il a été incinéré et j'ai dispersé ses cendres moi-même, donc ce n'est pas comme si quelque chose pouvait être prouvé avec son corps. Je vais essayer de continuer ma vie maintenant, mais je garderai toujours ces photos proches de moi. Au moins, j'ai forgé ma propre justice pour sa mort. Durant cet été, il m'a été donné de rencontrer une gamine qui était accro à des poupées bizarres, des fillettes en plastique avec une tête de chibi et des yeux faits de boutons. Ce dernier point m'avait fait faire une grimace, ce qui m'avait valu quelques reproches de sa part. En rentrant chez moi, je me suis demandé quelle était la société qui avait eu l'idée de faire jaillir ces horreurs. Ayant appris entre-temps que ces espèces de jouets s'appelaient très élégamment Lalaloopsy, je doute que l'on puisse trouver plus niais, j'ai tapé ce nom dans la barre de recherche. Le wiki expliquait que c'était MGA Entertainment qui était responsable de ce carnage. Le nom original, rapidement changé, Bitty Button. Autrement dit, les boutons devaient être mis en valeur, mais on a hésité et changé à peine trop tard. Le CIO, aucune idée de ce que c'est, de la marque, expliquait « Bitty Button a été créé pour apprendre aux enfants que chacun est unique, à sa propre façon. La nouvelle marque affiche l'idée que les vieilles choses peuvent devenir nouvelles à nouveau. Tout peut être réutilisé, et rien ne doit jamais se perdre. » D'après la compagnie, les poupées étaient confectionnées pour encourager l'imagination des enfants et leur créativité, et pour enseigner des leçons de vie importantes, comme la diversité, l'individualité et l'idée que tout sert à une seconde vie. Bref, le discours banal du marketing pour justifier qu'on veut simplement se faire du pognon.
Tout de même intrigué par la dernière phrase, j'ai cherché le nom de l'orateur, Isaac Lorian, sur internet. N'ayant rien d'autre à faire, j'ai farfouillé un peu dans chaque haut de Google, pour tomber sur des images d'Isaac Newton, la biographie de Rousseau ou un tableau de Bosch. Pour voir jusqu'où on pouvait aller, j'ai regardé la 20e page, la 30e. À la 45e page, un seul résultat s'affichait, en anglais. My first website, Isaac Lorian. J'ai ouvert le lien dans un nouvel onglet. Juste après, le résultat a disparu, et d'autres sont apparus. Je suis allé voir en bas de la page, un avertissement s'affichait, près du 44e haut de Google sélectionné. Afin d'afficher les résultats les plus pertinents, nous avons omis quelques entrées qui sont très similaires aux 443 entrées actuelles. Si vous le souhaitez, vous pouvez relancer la recherche pour inclure les résultats omis. Trop tard. Juste à côté, la page était déjà chargée. Un fond violet, un titre en bleu, My First Website, souligné d'un sous-titre rouge, Isaac Lorian. Le premier site d'un businessman. Pourtant, il devait avoir autour de 59 ans, soit bien 46 ans au moment où il avait créé ce site, comme l'a testé le June 2000, en italique, en haut à droite. Apparemment, le site faisait office de cours de business. Je vais traduire. Je m'appelle Isaac Lorian. À mes heures perdues, je fais de l'informatique sur Internet. Ce domaine étant un peu émergent, je tiens à féliciter celui qui aura trouvé cette page. Et pour l'en récompenser, il pourra lire tout ce que j'y ai écrit. Tout. S'en suivaient des lignes sur la fondation d'une entreprise, la maîtrise durant un déficit, et l'image de marque s'apparentant à une spécialité. Bref, rien de vraiment intéressant. En descendant la page, on pouvait voir qu'il racontait ses journées en mettant des exemples. J'ai licencié un homme. Dites-vous bien que ce n'est pas un crime. Les procédures ont suivi et il n'a pas réagi. C'est donc un acte juste, qui sauve l'entreprise et des milliers d'employés. En fin de compte, c'était pratiquement nul. Mais la page était très longue, et Isaac commençait à raconter de plus en plus sa vie banale. Un nettoyage de printemps, m'a dit mon voisin. C'est comme gérer une petite entreprise, mais on est le seul ouvrier. Ainsi, on visualise mieux les conditions. Un passage, en milieu de page, a attiré mon attention. Cette page est perdue dans l'immensité de l'Internet en pleine expansion. Personne ne va tomber dessus. Alors autant tout dire. Je suis âgé, j'ai 46 ans, et je souffre de troubles psychologiques suite à un événement qui m'a choqué pendant mon enfance. J'ai souffert d'hallucinations auditives et de schizophrénie. Mon psy m'a demandé de tout lâcher, de tout écrire, de faire sortir tout ce qui me troublait. Alors je l'ai fait. Pas devant lui, mais je l'ai fait. Pourtant, je ne me sens pas mieux. Encore plus mal d'ailleurs. Mais je sens que je ne peux plus m'arrêter. Voici ce qui m'a le plus tracassé de toute ma vie. Je n'ai pas à faire remonter ce souvenir, car il est tout le temps là. Quand je suis seul, quand je suis avec quelqu'un, quand je dors, quand je fais la fête, il reste et ne s'en va jamais. Alors j'essaye de le cacher. C'est comme cacher un écran de cinéma avec un mouchoir. Mais c'est déjà mettre un obstacle. Mais là, je vais simplement enlever le petit mouchoir et tout raconter. Je suis iranien. Durant mon enfance en Iran, je vivais dans une famille peu connectée au monde. Et par conséquent, mes parents passaient leur temps à pendre leur tympan près de la radio pour écouter l'actualité sur la guerre. Je m'ennuyais à longueur de journée. On pouvait se balader dans le village, mais pas au-delà. Jamais la nuit, au coucher, ou bien au lever du soleil. Pourtant un jour, 2 jeunes filles ont disparu. La première était une fille qui s'habillait à l'américaine, les bras nus avec des piercings. Ayant violé la religion de ce fait, on savait bien qu'elle ne serait plus là un jour ou l'autre. Ses parents sont pourtant restés inconsolables. La deuxième était une petite fille de 5 ans, Randa, d'origine étrangère, qui vivait ici avec son oncle et sa tante. Elle avait la particularité d'être rousse et d'avoir des couettes. Pourtant, comme elle était jeune, depuis son arrivée, elle avait eu la chance de ne jamais avoir été discriminée. C'était étonnant qu'elle disparaisse ainsi du jour au lendemain. C'était un vendredi étouffant. Mon père était à la radio, ma mère à la cuisine. J'ai dit « je sors » et je m'en suis allé. Je ne savais pas que lorsque je le traverserais, ce même jour, cette porte dans l'autre sens, je ne serais plus le même. Je suis allé jusqu'à la route centrale. Là-bas, il n'y avait que des vieux qui jouaient au tric-trac en buvant du café.
Ce n'était pas eux qui allaient me déranger. Je me suis rendu jusqu'à la limite du village et je me suis mis à regarder la maison à 2 ou 3 kilomètres devant moi. Une maison en bois, à 2 étages, comme on n'en trouvait jamais à l'époque, qui se tenait ici depuis 1945. On disait qu'un fou européen l'avait fait construire. Cela faisait plusieurs années que je ne m'étais mis en tête d'aller la visiter, malgré tout ce qu'on racontait sur elle. La maison d'un fou rend fou. Ne cessez de répéter les vieux. Soudainement, j'ai pris ma décision. J'ai regardé à droite, à gauche, derrière. Pas de vigile. J'ai franchi la petite ligne de terre. J'ai passé la cabane du vigile, vide. J'ai ouvert la porte du grillage barbelé. Et je suis sorti. Personne ne m'avait vu. J'ai refermé délicatement le grillage à l'aide d'un bâton, que j'ai laissé devant pour pouvoir revenir. J'étais sur la route par laquelle arrivaient les provisions. Il était midi, le camion n'allait pas tarder, le vigile non plus. J'ai couru, quitté la route et sprinté vers la cabane, mes chaussures frottant le sol terreux et sec. Après 5 minutes de course moyenne, je me suis arrêté. De là où j'étais, on pouvait voir le camion de provisions arriver, un tout petit point noir à l'ouest. Si on voyait ma silhouette, j'étais cuit. Je me suis aplati par terre et j'ai rejoint un petit creux où me cacher. J'ai patienté longtemps. Quand j'ai enfin relevé la tête, le camion était parti. Je suis sorti du creux et j'ai marché vers la maison. De près, elle semblait encore plus belle que je ne me l'imaginais. On aurait dit un des chalets suisses dont parlait ma grand-mère, qui avait beaucoup voyagé. J'ai marché vers la porte. Sur la petite estrade, le sol de bois était magnifique. N'écoutant que mon courage, j'ai ouvert la porte. J'ai atterri dans un salon rempli de morceaux de tapis miteux. Des bouteilles de whisky bonifiées derrière un bar, au fond. Un petit escalier à droite menait à l'étage supérieur. Je l'ai pris. Le bois résistait particulièrement bien malgré son âge. Une salle vide, plongée dans la pénombre, m'a accueilli. J'ai pris peur. Quelque chose me conseillait de repartir. Je ne savais pas quoi, mais cette chose me le hurlait au fond de moi-même. Mais je me suis ressaisi. Une lampe à huile traînait à côté de moi, avec à côté d'elle ce qui semblait être un fond d'huile à brûler dans un galon. J'ai réussi à verser un peu d'huile dedans, sortir des allumettes de ma poche et donner la lumière. L'odeur dégagée par la lampe était immonde et la flamme faible, mais au moins je pouvais un peu mieux voir la salle. Il y avait 3 masses par terre. Je me suis approché en me prenant une toile d'araignée. C'était un manteau qui enveloppait quelque chose. J'ai regardé la deuxième. Un deuxième manteau, enveloppant une deuxième chose. Mon regard est retourné vers le premier manteau. Le cri que j'aurais voulu pousser était si grand qu'il n'est pas parvenu à sortir de ma gorge. Un cadavre, les yeux livides, en soutien-gorge en cuir noir, avec du fard violet sur les paupières et un piercing dans le nez, me regardait. Terrorisé, j'ai regardé de l'autre côté. Un autre cadavre, avec 2 jambes anormalement minces, enrobé d'un collant rose à pois blancs, une jupe bleue à pois blancs, une tête déformée, gonflée, des cheveux roux en couette. Mais le pire, c'était les yeux. On les lui avait crevés, puis on avait cousu ses paupières ensemble, en rajoutant un bouton bleu pour chacun. J'ai jeté un coup d'œil vers la 3e masse. Elle bougeait. C'était quelqu'un de dos qui dormait, bien vivant. J'ai contourné le premier cadavre, au bord de l'évanouissement, et j'ai pris la fuite en faisant le moins de bruit possible. En partant, j'avais touché une des 2 couettes de la fille rousse, rigide et dure comme de la pierre. Elle était figée. Il reste un dernier détail qui me revient sans cesse au flashback. Juste avant de descendre l'escalier, il me semble revoir une image et un son. J'entends un mot, un bratz très court. Mais dans mon souvenir, à ce moment précis, il me semble voir bouger les lèvres du premier cadavre. Cet événement m'a terriblement choqué. C'est bon, je l'ai raconté, mais je ne suis pas satisfait. Je veux en faire plus, le dire à tout le monde, de toutes les manières existantes, sous toutes les formes. La page se finissait là, sous toutes les formes. J'ai regardé l'adresse du site. Au moment où je la copiais, la page a disparu et a été remplacée par Firefox ne peut trouver le serveur à l'adresse suivante. Bon, l'adresse n'était pas celle-ci, elle était beaucoup plus longue. L'adresse était désormais définitivement perdue. J'ai cherché une image de la Laloupsie. En cherchant pas mal, je suis tombé sur une poupée rousse, avec un collant rose à pois blanc, et une jupe bleue, à pois blanc également. Les boutons de ses yeux étaient bleus.
je me suis souvenu de quelque chose. J'ai cherché de nouveau Isaac Larian. Une page. Isaac Larian, CEO de GMA, célèbre pour ses Bratz. Bratz. Isaac l'avait dit. Il voulait se soulager, par toutes les formes, même 13 ans après. J'ai repensé à la poupée de la fillette. La prochaine fois, j'aurai une pensée émue envers cette petite fille rousse de 5 ans. Au moins, j'espère que Larian aura réussi à se soulager. C'est au début du mois de novembre 97 qu'une série d'entretiens pour le moins étranges mène un pédopsychiatre du Maine à contacter les autorités. Son témoignage fait état d'un de ses patients, un enfant, s'étant confié à lui au sujet d'un de ses amis. Le psychiatre soutient que pour les parents et pour lui-même, il s'agissait sans aucun doute d'un ami imaginaire appelé Mr. Smile par le patient qui parlait beaucoup de lui lors de certaines séances. Son nom avait pour origine le fait qu'il souriait tout le temps et que l'ambiance était heureuse en sa présence selon l'enfant, qui disait avoir le sentiment que tout allait bien à ses côtés. Le petit bonhomme était traité pour de sérieux problèmes de colère et de dépression, mais il affirmait que quand son ami était là, toute animosité ou tristesse disparaissait d'un coup. Il racontait que celui-ci ne parlait pas, qu'il se contentait de rester là, debout au pied de son lit. Il sentait la barbe à papa, et le percevoir suffisait à calmer et à rassurer le garçon. Le psychiatre supposa que cet ami imaginaire était une sorte de mécanisme d'adaptation que l'enfant avait développé pour gérer ses problèmes familiaux, source de son tempérament violent. Et il n'y vit rien de grave. Du moins, jusqu'à ce qu'un autre de ses patients, une fille d'à peu près 9 ans, se mette elle aussi à parler de son ami imaginaire, Mr. Smile. Suivi d'un garçon de 7 ans, puis d'un autre de 12 ans, talonné par une fillette de 11 ans. En tout, près de 15 patients différents se mirent à parler de Mr. Smile. Pour les premiers cas, il pensa d'abord à une simple coïncidence. Après tout, beaucoup d'enfants avaient des amis imaginaires, et le nom ainsi que la description du personnage ne sortaient pas suffisamment de l'ordinaire pour qu'il puisse s'alarmer. Néanmoins, quand il réalisa que le nom de Mr. Smile revenait plus régulièrement qu'une simple coïncidence l'aurait permis, le psychiatre commença à s'inquiéter, et demanda davantage de détails aux enfants. Ils décrivirent tous Mr. Smile de la même façon, avec les mêmes mots. Il était impossible que tous aient été en contact les uns avec les autres. 5 d'entre eux, par exemple, étaient scolarisés à la maison, et d'après leurs parents, ne quittaient quasiment jamais celle-ci, à part pour aller faire les courses en leur compagnie. Aucun n'aurait pu répéter ou préparer son témoignage avec les autres. Ce qui mena le psychiatre à une conclusion profondément inquiétante. Il alla voir en privé les parents de chaque enfant, les uns après les autres. Il évita de leur donner trop de détails, mais il les informa que quelque chose de troublant était ressorti de plusieurs entretiens avec divers patients, et qu'il pensait qu'il y avait une chance que leur enfant soit en danger. Il leur demanda l'autorisation d'en parler aux autorités compétentes, et tous les parents acceptèrent, à la seule condition d'être tenus au courant de ce qu'il se passait. Ainsi, au cours des semaines suivantes, la police parla à son tour aux enfants à propos de leur ami. Les agents demandèrent des détails sur son apparence, qu'aucun des patients ne réussit à décrire si ce ne fut son sourire et le fait qu'il n'était pas comme eux. Comment il parvenait à entrer chez eux, s'il disait ou faisait quelque chose quand il était là. À ce stade de l'enquête, le psychiatre, les parents et la police étaient convaincus que Mr. Smile était bien réel et dangereux. Et si les autorités s'étaient assurées qu'il n'y avait aucun prédateur sexuel connu dans les environs, il était clair que Mr. Smile, peu importe son identité, était une vraie personne qui s'introduisait dans les maisons de ses enfants pendant la nuit. Néanmoins, aucun d'entre eux ne put dire comment ils parvenaient à entrer chez eux. Ils expliquèrent qu'ils se réveillaient et qu'ils le voyaient là, au pied de leur lit. Parfois, ils chantaient quelque chose, dans une autre langue que l'anglais. Ça ressemblait à une berceuse d'après eux, ça les rassurait. Finalement, les patients furent invités à dessiner Mr. Smile, puisqu'ils n'arrivaient pas à mettre des mots sur son apparence. Chacun prit un crayon rouge et entreprit de colorier toute la feuille, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un rectangle écarlate. Lorsqu'on les interrogea sur leur dessin, ils soutinrent que c'était bien Mr. Smile. On leur demanda où était sa tête, ses bras et ses jambes. Les enfants assurèrent qu'il les avait dessinés. Ils déclarèrent avoir parfaitement reproduit l'homme qui se tenait au pied de leur lit. Et quand on leur dit qu'ils avaient juste colorié la page, sans faire de portrait, ils rentrèrent dans une colère profonde, se sentant accusés d'être des menteurs.
Ils affirmaient avoir représenté l'homme qu'ils avaient vu, leur ami. Ne pouvant plus se fier qu'à son intuition à ce stade, le psychiatre décida de montrer à chaque patient un rectangle dessiné de la main d'un autre d'entre eux, leur demandant de lui dire ce qui était illustré. Tous les enfants, sans avoir connaissance de ce que représentait le dessin, ou même de qui l'avait dessiné, chacun d'entre eux ignorait l'existence des autres, répondirent qu'il s'agissait de Mr. Smile. Des caméras et des babyphones furent placés dans les chambres des patients pour qu'ils puissent être surveillés. Et beaucoup de parents cessèrent tout simplement de dormir, restant éveillés toute la nuit, fixant les écrans pour surveiller leur progéniture. À aucun moment, on ne vit quelqu'un entrer ou sortir des chambres. Aucun son, à part d'occasionnels ronflements ou des paroles prononcées dans leur sommeil, ne fut entendu. Il n'y avait aucune trace de Mr. Smile. Après presque 2 semaines de surveillance, beaucoup commencèrent à douter que Mr. Smile ait un jour existé. Certains psychiatres finirent même par penser que c'était un personnage né d'un délire collectif, que même s'il ne pouvait être actuellement expliqué, il n'avait aucun ancrage dans la réalité. D'autres se mirent à suggérer que le personnage était peut-être basé sur un dessin animé ou une série télévisée que les enfants auraient regardé et qui les influencerait. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux disparaisse. Vers 2h du matin, alors que la mère du petit veillait, la caméra présente dans la chambre s'éteignit brusquement. La femme y courut aussitôt pour s'assurer qu'il allait bien, mais réalisa que la pièce était vide. Elle s'y était pourtant rendue en moins d'1 minute, et il était impossible que celui-ci soit parti, ou se soit fait enlever, sans qu'elle le voie vu le peu de temps qu'elle avait mis pour quitter sa chambre et courir vers celle de son fils. Pourtant, il n'était plus là. Elle déclara avoir senti une odeur de barbe papa dans la chambre. Les recherches pour le petit garçon ne donnaient rien. Personne n'avait vu quoi que ce soit d'étrange ou d'inhabituel autour de la maison, avant ou pendant la nuit de la disparition, et on ne retrouva aucune trace de l'enfant. Moins d'1 semaine plus tard, l'une des filles qui elle aussi avait parlé de Mr. Smile disparut à son tour, suivie d'une autre, puis ce fut l'un des garçons. Un par un, ils se volatilisèrent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 4. Les 4 restants racontèrent comment Mr. Smile et ses amis allaient bientôt les emporter. Lorsqu'on leur demanda qui étaient ses amis, ils parlèrent de l'endroit où vivait l'entité avec les autres hommes qui sourient. Le monde merveilleux, où il les emmènerait bientôt. D'après les enfants, il y avait déjà beaucoup de monde là-bas, et tout y était magnifique. Ils affirmèrent le savoir car Mr. Smile leur en avait parlé dans leurs pensées. Ils ne pouvaient pas communiquer comme le font normalement les gens, et leur avait montré des images mentales du lieu où il les emmènerait. Les choses devinrent de plus en plus inquiétantes. Après quelques semaines, les patients commencèrent à se plaindre de maux de tête et de nausées. Leurs écoles respectives rapportèrent qu'ils souffraient d'hallucinations, et 2 enfants se plaignirent qu'ils n'aimaient plus l'endroit que leur montrait Mr. Smile. L'un d'entre eux hurla même pendant presque 1 demi-heure, comme s'il était victime d'une attaque, suppliant que les couleurs s'arrêtent, qu'elles étaient horribles et qu'il fallait qu'elles partent. Un autre assura que Mr. Smile lui parlait dans sa tête à longueur de journée, lui racontant des choses, de terribles choses, des choses dont il ne pouvait pas parler, dont il ne devait pas parler, sinon ses parents aussi y auraient droit. Le psychiatre demanda aux enfants d'écrire ce que Mr. Smile leur disait, leur promettant qu'il ne le montrera à personne. Il réussit à gagner la confiance d'un des garçons, et ce dernier accepta. Le contenu du cahier, où sont retranscrites les paroles de Mr. Smile, n'était connu que de celui-ci, du psychiatre et des autorités. Mais à chaque fois que ces derniers furent interrogés à ce sujet, ils se murèrent dans le silence ou trouvèrent rapidement une excuse pour changer de sujet. Les patients arrêtèrent de dormir. Les vidéos des caméras les montraient assis, droit dans leur lit, les yeux grands ouverts, fixant le mur sans bouger ou émettre de son. L'administration de sédatifs ne changea rien. Une des filles se mit à scarifier sa peau d'étranges marques circulaires, alors que 2 garçons cessèrent en même temps de s'exprimer en anglais. La langue qu'ils parlaient ne fut jamais identifiée, et malgré les nombreuses sollicitations, personne ne put déchiffrer ce qu'ils disaient. Au début des années 99, les 4 enfants disparurent sans laisser de traces. Aucun indice ne fut trouvé sur celui qui les avait enlevés. Les recherches ne menèrent à rien. Aucune indication d'où ils pourraient être, ni même de leur état. Aucun suspect ne fut jamais appréhendé non plus. Aujourd'hui encore, les 4 enfants semblent juste s'être volatilisés, comme les autres avant eux, qui restaient également portés disparus, sans aucune explication. Tout a commencé après avoir emménagé dans ma nouvelle maison.
Oui, c'est plutôt cliché, croyez-moi, je le sais. Mais ce qui suit m'est réellement arrivé. Je n'ai jamais rien vécu de surnaturel auparavant. Et bien qu'intéressé par le concept, je ne m'étais jamais vraiment attendu à ce qu'il m'arrive quelque chose qui y soit lié. J'avais pu louer la maison pour pas cher. Je n'y ai pas vraiment fait attention au départ, mais il faut dire que la bâtisse était vieille, et pas franchement dans le meilleur des quartiers. Le loyer allant de pair, j'ai pensé que je venais de faire une bonne affaire. Ainsi, après avoir déballé tous mes cartons et m'être installé, les choses se sont plutôt bien présentées. Du moins, au début. Je ne me souviens pas exactement quand ça a commencé, parce qu'à l'époque, cela me semblait vraiment bénin. Ces événements ont en effet débuté très simplement. Parfois, quand je laissais la lumière allumée dans la cuisine ou dans la salle de bain et que je quittais la pièce, je la trouvais éteinte à mon retour. Et honnêtement, je pensais juste avoir oublié que je les avais éteintes moi-même. Après un moment, j'ai commencé à m'interroger, puis à laisser quelques lumières allumées volontairement. Parfois, rien ne se passait. Parfois, je revenais pour les retrouver éteintes. J'ai vite compris que quelque chose n'allait pas. Je n'avais pas vraiment peur, mais j'étais confus. À vrai dire, je pensais que quelque chose clochait avec l'électricité. Je laissais ainsi les lumières allumées de plus en plus souvent, parce que je pensais pouvoir être en mesure d'obtenir un signe, de découvrir la raison pour laquelle elles s'éteignaient au hasard. Puis, ça a commencé à prendre une autre tournure. Le premier truc vraiment fou qui m'est arrivé, c'était un soir, après que j'ai quitté la cuisine et le salon pour aller dormir. Peu de temps après m'être endormi, je me suis réveillé en sursaut à cause d'un grondement profond et grave venant de la cuisine. Depuis la chambre, on peut apercevoir le couloir qui mène au salon, lequel est rattaché à la cuisine. À ce moment, je me souviens avoir pensé qu'il y avait un animal ou quelque chose dans la maison. J'ai regardé dans le couloir, vers le salon, qui s'est aussitôt assombri. Quelqu'un avait éteint la lumière de la cuisine. Un autre grondement sourd a retenti, en provenance du salon cette fois. J'ai failli crier lorsque j'ai vu quelque chose se ruer hors de la pièce en traversant le couloir, tandis que la lumière de celle-ci s'éteignait. Et honnêtement, je ne pourrais pas dire exactement ce que c'était. Cela ressemblait à une ombre noire ou à quelque chose dans le genre. Ça n'avait pas vraiment d'importance, mais toujours est-il que j'étais effrayé. J'ai bondi hors de mon lit et j'ai allumé la lumière de ma chambre, m'attendant à ce que quelque chose me saute dessus. Rien. Il n'y avait rien. J'ai laissé échapper un léger souffle, puis j'ai lentement descendu le couloir pour atteindre le salon. Une fois arrivé, j'ai pratiquement couru pour allumer la lumière. Encore une fois, rien. J'ai répété le même manège pour la cuisine, sans succès. Je commençais à penser que je rêvais, avant de secouer la tête. J'ai alors tendu la main pour éteindre la lumière de la cuisine, avant de m'arrêter net. J'étais un adulte, mais là, j'étais terrifié à l'idée d'actionner cet interrupteur. Je l'admets, j'ai dormi avec toutes les lumières allumées cette nuit-là. Une grosse erreur. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, toutes les lumières étaient éteintes, une fois de plus. Je me suis levé hors de mon lit et j'ai grimacé car mon corps entier me faisait étrangement mal. J'ai alors soulevé mon t-shirt, découvrant des longues marques rouges qui parcouraient le long de mes bras et de mes jambes. On aurait dit que quelque chose m'avait griffé durant la nuit. Cela m'a terrifié, mais pas autant que ce que j'ai vu en faisant le tour de ma maison. Toutes les lumières que j'avais laissées allumer la veille avaient leurs ampoules brisées. Aucune n'avait été épargnée. Chaque lampe avait été renversée, parfois même cassée. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge alors que je regardais autour de moi. C'était vraiment la merde ici. Quelque chose avait essayé de me faire du mal. J'ai appelé mon boulot ce jour-là pour leur dire que j'étais souffrant et que je ne pouvais pas venir travailler aujourd'hui. Je suis ensuite allé remplacer toutes les ampoules. Je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai pensé à partir. Je sais que ça a probablement l'air stupide, d'autant que c'était chez moi. Qui plus est, c'était ma première fois loin de ma famille, et c'était, encore une fois, ma maison. Je ne pouvais pas l'abandonner. Alors, je suis resté, même quand ça empirait. Même si je commençais à être terrifié par l'obscurité, je ne pouvais pas vraiment me résoudre à dormir avec toutes les lampes allumées. Donc, je n'en laissais que quelques-unes, comme celle du couloir ou du salon, qui me donnaient assez de lumière pour voir un minimum à travers les ténèbres de ma chambre. Et, presque toutes les nuits, je me réveillais en sursaut pour entendre quelque chose gronder et rôder autour du salon. Puis, les lumières s'éteignaient. Je ne voulais jamais aller voir. J'étais terrifié,
à l'idée d'être dans la même pièce que cette chose, peu importe ce que c'était. Alors, chaque fois que ça m'arrivait, je me récroquevillais dans mon lit, et je priais pour que ça n'entre jamais. Mais un jour, alors que j'y avais droit toutes les nuits, j'en ai eu assez. J'ai acheté un pistolet, et la nuit venue, j'ai allumé chacune des lumières de la maison. Puis, je me suis assis au milieu du salon, mon arme sur les genoux, et une batte de baseball posée sur le sol à côté de moi. J'ai attendu. À vrai dire, il n'y a rien eu pendant un bon moment. C'est seulement vers 2 heures du matin que j'ai commencé à l'entendre. Bizarrement, ça semblait venir de derrière moi. Je me suis retourné et j'ai jeté un coup d'œil vers le couloir de ma chambre. Le grognement familier semblait bien provenir de là. J'ai avalé ma salive et empoigné mon pistolet d'une main, tenant fermement la batte de baseball dans l'autre. Lentement, j'ai commencé à faire le tour pour avoir une meilleure vue de la chambre depuis mon salon, cherchant à atteindre mon lit du regard. C'est alors que j'ai entendu un bruit sourd, suivi d'un rugissement inhumain. Étant un homme courageux à l'époque, j'ai sauté en arrière et couru loin du couloir. Je voulais évidemment mettre fin à tout cela. Mais mon Dieu, je ne voulais rien avoir à faire avec cette chose. Je pouvais entendre des déchirements et des grognements. Puis d'un coup, je suis parvenu à entendre un clic audible. Et puis plus rien. Lentement, je suis retourné jeter un coup d'œil dans le couloir et ai constaté que la lumière était de nouveau éteinte. Après une profonde aspiration, je me suis avancé vers ma chambre, mes armes à la main. Quand j'ai ouvert la porte et allumé la lumière, j'ai eu le souffle coupé. Mon lit était ravagé, complètement déchiré. C'était comme si un animal avait sauté dessus et l'avait déchiqueté. Je me suis avancé davantage pour regarder ce qui restait malgré tout du matelas. Ce n'est que lorsque j'ai entendu le son d'un grondement familier que je me suis retourné. Debout, près de ma porte, juste à côté de l'interrupteur, je l'ai enfin vu. C'était un homme blanc et pourri, avec un corps mutilé, qui avait l'air d'avoir été un jouet à mâcher pour chien. Il me regardait fixement. J'étais trop choqué pour lever mes armes. Il m'a dévisagé juste un moment, puis a éteint la lumière. J'ai crié. Je n'ai même pas honte de l'admettre. J'ai crié et couru vers la porte. Je me fichais de savoir où était cet homme. J'ai couru juste là où je l'avais vu, balançant ma batte comme un fou. J'ai même failli faire un trou dans le mur du couloir, tandis que je courais vers la lumière protectrice du hall. Je me suis alors retourné, juste à temps pour le voir encore une fois, debout, à côté de l'interrupteur du salon. Il l'a éteint aussi. À ce moment-là, je ne voulais plus me battre, mais être en sécurité. J'ai couru vers la cuisine. J'ai à nouveau entendu le grognement. Je savais qu'il revenait. Je me suis encore retourné pour voir de nouveau le cadavre déformé et décomposé éteindre une autre lumière de son doigt cassé, me plongeant dans une obscurité terrifiante. Il venait d'éteindre la lumière de la cuisine. J'ai couru jusqu'au salon. C'était ma dernière option. J'allais devoir me battre ici. Je me suis approché de la lampe qui était ma dernière ligne de défense. Il détestait la lumière, alors je restais ici, à côté de cet éclairage réconfortant. J'ai attendu, mais elle ne s'est jamais éteinte. Après quelques instants, j'ai regardé autour et le calme. Rien d'autre que le calme. Je me suis retourné pour regarder cette lampe qui me faisait la grâce salvatrice de refuser de céder. J'ai commencé à me trouver en train de rire. Un rire fou, mais vivant. Je pensais que tout ça, c'était enfin terminé. Je me suis rapproché et je vous jure que j'ai presque éteint cette lampe. Jusqu'à ce que je réalise que quelque chose n'allait pas. L'éclairage de celle-ci semblait s'intensifier. Mais ce n'était pas ça qui m'a le plus effrayé. Un grondement désormais familier a commencé à se faire entendre, en provenance de la lampe. Trébuchant sur quelque chose, je suis tombé en arrière. Je me souviens juste m'être retrouvé étalé sur mon dos, à regarder cette lumière vive qui se faisait de plus en plus intense. Ce n'était pas du tout réconfortant, juste chaud, malsain et brillant. Je pensais que ça allait me brûler. Et puis c'est venu. Je n'ai pas de mots pour décrire ce qui a coulé de cette lampe. C'était hideux, tordu et rempli de rage. Je savais que je n'oublierais jamais ses yeux, lumineux, chauds et blancs. 2 cercles lumineux de pure malveillance. Ça me détestait. Il détestait tout de moi. Et pas seulement moi. Ça nous détestait tous. Chaque être humain. Mais il était coincé ici.
et je savais qu'il s'en prendrait à tout ce qui se trouverait à sa portée. En l'occurrence, moi. Je ne sais pas comment je le savais, mais je le savais, c'est tout. Ça s'est jeté sur moi, et j'ai fermé les yeux, me préparant à une mort douloureuse. Clic. La lumière s'est éteinte, une fois de plus, et venue l'obscurité. Mais cette fois, c'était doux, calme et relaxant. Je suis resté un long moment sur le sol, laissant mes yeux s'habituer à l'obscurité. Je continuais à fixer l'endroit où se trouvait la lampe. Au fur et à mesure que les secondes passaient, je pouvais commencer à l'apercevoir. Cet homme mutilé se tenait près du luminaire, sa main décharnée plaquée contre l'interrupteur. Il me regardait. C'est alors que la lumière s'est faite dans mon esprit. Je venais de comprendre ce que tout cela signifiait. Tout ce qui était arrivé. L'homme a retiré sa main, puis a pointé vers lui-même un doigt mutilé, et a très clairement secoué la tête de droite à gauche. À ce moment, tout ce que je pouvais faire était hocher la tête. Ce n'était pas lui qui essayait de me faire du mal. Pendant tout ce temps, il essayait juste de me protéger. Cette créature pouvait seulement venir dans la lumière, et cet homme essayait systématiquement de l'en empêcher. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre répète ses erreurs. J'ai fait mes bagages le lendemain, et je ne suis plus jamais retourné dans cette maison. Quoi qu'il en soit, cette chose semblait être confinée ici. Jusqu'ici, rien ne m'est venu de notre source de lumière. Cependant, cela restera toujours dans mon esprit. Tous les soirs, dans mon nouvel appartement, j'ai pris l'habitude de me promener autour de ma maison, et de m'assurer que toutes les lumières sont éteintes, que tous les rideaux sont fermés, et d'être certain de me plonger dans l'obscurité calme, réconfortante et sûre.